Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emiliano González Toro, je suis ténor, je suis aussi chef de l'ensemble I Gemelli et aujourd'hui avec ma collègue et amie Mathilde Etienne et Vincent Flukiger qui va jouer du luth et qui va nous expliquer également son instrument et son importance dans l'histoire de la musique et dans l'accompagnement des chanteurs. On est aujourd'hui à Genève à la bibliothèque municipale pour vous présenter un peu notre travail, l'histoire de l'opéra en Italie au XVIIe siècle et la voix du ténor en particulier. Alors, première chose, vous allez probablement me dire pourquoi la voix du ténor, pourquoi l'Italie au XVIIe siècle. Eh bien, tout simplement parce que déjà, premièrement, je suis moi-même ténor, ça facilite les choses, et surtout parce qu'au XVIIe siècle, en Italie, on invente l'opéra. Del ciel, vita del mondo, e degna prole di lui che l'universo affrena. Sol che il tutto circondi e il tutto miri, e dagli stellanti giri dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che Briati vidi, e più felice l'ora che per te sospirai, poi ch'al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano, degno di pura fede, a me porgesti. Se tanti cori avessi quanto occhi al cielo eterno, e quante chiome han questi colli ameni il verde maggio, tutti colli sarieno e traboccanti di quel piacer qu'oggi mi fa contento. Alors Vincent et Emiliano vous ont interprété un extrait de l'Orfeo de Monteverdi, et dans cet extrait, on se situe au début de l'opéra, le jour des noces d'Orphée et d'Eurydice. Donc Orphée, qui est le héros, qui est le ténor naturellement et qui est chanté par Emiliano, s'apprête à chanter pour sa fiancée, pour célébrer ses noces, et il commence son air par une ode à Apollon. Pourquoi ? Parce que Orphée est un demi-dieu, c'est le fils d'Apollon, le dieu du soleil. Et cette expression Rosa del ciel est là pour décrire cette figure de l'œil brillant d'Apollon au milieu du ciel. Et c'est une expression qui est très très connue à l'époque, puisque c'est tiré de la Divine Comédie de Dante, où la rose du ciel, c'est l'empyrée, c'est-à-dire c'est le paradis, en fait. Donc c'est une façon d'inclure ce jour merveilleux dans un contexte paradisiaque. Pendant la Renaissance et pendant tout le XVIe siècle, dans toutes les cours d'Italie, le summum musical, c'est le madrigal polyphonique. Du grec poly, plusieurs, phonie, son. La polyphonie, en fait, c'est faire chanter une partition avec plusieurs voix. Pour les compositeurs de l'époque, il s'agit de montrer la maîtrise et la virtuosité dans la superposition des lignes mélodiques, et ça donne souvent un résultat très complexe et très élaboré. Il y a, je crois, quelques exemples même de compositeurs qui ont écrit des messes à 40 ou 60 voix. Ça reste rare, évidemment, mais ça démontre l'importance qu'avait ce style à cette époque. Oui, tout à fait.
Le résultat, en plus d'être très beau, est souvent spectaculaire, mais il y a quand même une certaine limite. Et cette limite, c'est qu'il n'est pas toujours facile de comprendre le texte. Là, on va vous montrer une image. Vous voyez ici un extrait de madrigal de l'époque, Marencio. Oui, c'est un madrigal de Luca Marencio à 6 voix. Et pour ceux qui ne lisent pas la musique, vous voyez ici, il y a plusieurs lignes. Il y a 6 lignes, on appelle ça une portée chez nous. Et donc, il y a 6 voix. Si vous regardez attentivement, on voit que chaque voix est décalée et que le texte l'est également. Donc forcément, pour l'auditeur, comprendre le texte de chacune des voix, c'est très difficile. Alors que l'art du madrigal est à son apogée à la fin du XVIe siècle, un groupe d'intellectuels florentins se passionne pour les tragédies grecques qu'on vient de redécouvrir. En étudiant le théâtre antique, ils découvrent que le texte était accompagné de musique. Selon eux, si on veut écrire comme le faisaient les Grecs anciens, il faut une sorte de récit à moitié parlé, à moitié chanté et accompagné par des instruments. On appelle ça le recitar cantando. En italien, ça veut dire réciter en chantant. C'est une nouvelle façon de faire qui va exactement à l'opposé de la polyphonie, où en réalité le texte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a tendance à se noyer un petit peu dans la masse sonore. Les Florentins veulent en quelque sorte, d'une certaine façon, dégraisser un petit peu le son pour que le texte soit de plus en plus audible et compréhensible. Donc de la polyphonie, on passe à la monodie, ce qui signifie en grec le chant solo. On écrit donc en fonction du texte et de son rythme pour que cela soit plus naturel. On passe d'une structure verticale polyphonique, donc avec des aspects vraiment très verticaux, à une structure beaucoup plus horizontale avec une mélodie, avec une monodie. Et grâce à cela, le chanteur, le ténor pour le coup, peut commencer à incarner des personnages et donc des émotions. En voulant ressusciter le théâtre grec, les Florentins inventent l'opéra. Là, l'extrait musical, c'est une pièce qui est tirée d'un grand poème épique qui s'appelle La Jérusalem délivrée, d'un grand poète italien, un des plus grands poètes italiens et même du monde, qui s'appelle Torquato Tasso. En français, on dit le Tasse. Et c'est un livre extraordinaire qui a eu un succès incroyable à l'époque. Et pour cause, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un poème qui a la particularité d'être construit sur une structure héritée de l'Arios. Donc, ce n'est pas le Tasse qui l'a inventé, c'est l'octave. L'octave, c'est une série de 8 vers. Donc, la Jérusalem délivrée, ce sont des milliers et des milliers de vers qui sont construits toujours sur ce système d'octave. Et il y a un épisode très célèbre dans la Jérusalem délivrée qui raconte la première croisade, donc entre les chrétiens et les mahométans. Et il y a beaucoup de personnages, mais il y en a 2 qui sont très importants, qui sont Tancrède et Chlorinde. Tancrède, c'est un chevalier chrétien, donc qui est pour la bonne cause, en tout cas du point de vue du narrateur. Et il est très amoureux d'une guerrière du camp ennemi qui s'appelle Chlorinde. Donc c'est un petit peu malheureux comme situation, mais ça arrive. Et un jour, il se retrouve au combat avec un guerrier mystérieux et il le prend un petit peu en duel. Et c'est un combat à mort. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce guerrier, c'est Chlorinde. Donc ils combattent pendant des heures et des heures. Et finalement, c'est Chlorinde qui a le dessous et il la frappe à mort. Et Chlorinde va mourir. Et là, l'extrait qu'on a aujourd'hui, c'est sur les 3 dernières octaves de cet épisode qui est plutôt très long. C'est le moment où elle va mourir et elle demande à Tancrède de lui donner le baptême pour la sauver de ses péchés et pour être dans le camp du bon côté de l'histoire. Donc Tancrède, à ce moment-là, écoute ces paroles de Chlorinde qui est blessé à mort et qui lui demande de le baptiser. Donc il va prendre son casque, il va au petit ruisseau qui est juste derrière dans la montagne, il est rempli d'eau, et puis il est ému, il ne sait pas pourquoi. Et puis il enlève le casque de Chlorinde et il découvre que c'est elle. Il est d'abord pétrifié, puis après il prend sur lui, il prend tout son courage parce qu'il a un devoir sacré à le faire. Et au moment où elle va mourir, il y a quelque chose d'absolument merveilleux dans
dans cette composition musicale, c'est que Sigismondo d'India, qu'il a écrit, il fait presque s'envoler l'âme de Chlorinde en musique. Donc on a une espèce d'aspiration vers le ciel qui est miraculeuse. Corpo no che nulla pave all'alma sì de per lei prega e dona battesimo a me ogni mia colpa nave. Queste voci languide risuona un non so che di flebile soave cal cor li serpe d'ogni sdegno a morta e gli occhi a lagrimar l'invoglia e sforza nel sen del monte scaturian mormoran un picciolo rio e lieva corse l'elmo empie nel fonte e tornò mesto al grand ufficio e senti la man mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse scoprio la vide la conobbe restò senza voce tu hai vista hai conoscenza hai vista hai conoscenza. Che sue virtuti accolse tutte in quel punto in guardia al cor le mise e premendo il suo affanno a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise mentre il suon de sacri detti sciolse con di gioia trasmutosi e rise atto di morir lieta e vivace dir parea sapre il cielo. Io
Au début de l'opéra, la voix la plus sollicitée, c'est celle du ténor. Quand on parle de voix, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, le timbre, c'est-à-dire la couleur de la voix. Et c'est ce qui fait qu'on peut la reconnaître et qu'on peut reconnaître quelqu'un simplement parce qu'on l'écoute à la radio ou à la télévision. Même quelqu'un dans la rue, on l'entend, on sait que c'est lui. Il y a aussi la puissance, le fait de pouvoir projeter sa voix. Il y a la souplesse qui permet de chanter plus ou moins rapidement. Dans le jargon musical vocal, on appelle ça vocaliser, faire des vocalises. La, par exemple, on peut aller de plus en plus rapidement. C'est la souplesse qui permet de faire ça. Il y a aussi le souffle, c'est-à-dire la capacité du chanteur de tenir des phrases extrêmement longues sur un même souffle. C'est pas forcément toujours lié à la capacité pulmonaire, on peut souvent l'imaginer. En fait, c'est lié à cette capacité de pouvoir contrôler l'expiration de l'air. Quand on prend un exemple avec des instruments à vent, comme la trompette, le hautbois, la clarinette, le trombone, le dénominateur commun de tous ces instruments, c'est qu'il y a une embouchure. Parfois, elle est ronde pour les trompettes, elle est en bambou pour les instruments à vent. Pour la flûte à bec aussi, il y a un bec. Et ce bec, en fait, et toutes ces embouchures-là créent une contre-pression à l'expiration de l'air. Et en réalité, chez les chanteurs, elle n'existe pas, puisque nous n'avons pas. Si on expire quand on parle, l'air part tout seul. Et ce qui est très intéressant chez les chanteurs, et ce qui a fait la renommée et la gloire des grands chanteurs, c'est leur capacité à tenir des phrases extrêmement longues, donc à contrôler cette expiration. En plus de cette gestion de l'air, une chose qui est très importante, c'est la tessiture, donc l'étendue de la voix qui va du grave jusqu'à l'aigu. Et dans les voix masculines, en ce qui concerne la tessiture, on a plusieurs registres. Il y a d'abord les voix de basse, comme son nom l'indique, qui sont dans le grave. Elles sont moins courantes en moyenne et elles permettent de représenter souvent des personnages nobles ou avec une certaine autorité, comme des princes, des rois, des dieux et parfois des vieillards, et aussi des monstres, pour que le moment où ils arrivent sur scène avec des voix graves et sombres et noires, dans les extrêmes graves de leur voix, ça fasse un peu peur ou ça impressionne le public. Et de l'autre côté du spectre, on a tous les chanteurs qui utilisent le registre aigu. Donc, il y a forcément les voix d'enfants qui n'ont pas encore mué, qui sont dans tout l'aigu. Il y a les adultes qui chantent en fausset, comme tous les contre-ténors. On en connaît beaucoup aujourd'hui, comme Philippe Jarouski et bien d'autres. Et c'est des gens qui chantent donc en fausset. Moi, je chante comme ténor, donc en voix de poitrine. Si je vous fais un exemple de son, ça donne... Je ne change pas de registre. Si je chantais, je vous demande de m'excuser, je ne suis pas contre-ténor, donc le son sera probablement pas terrible. J'ai une voix de grand-mère, assumons-le. Donc, c'est pas terrible. Mais en réalité, donc, il y a cet aspect, cette capacité de chanter en voix de fausset qu'on travaille et qui fait qu'ensuite la voix se développe et qu'elle devient très belle et très utile et bien utilisable. Et il y a aussi le dernier paramètre des voix masculines dans l'aigu, qui sont les castrats, qui, comme vous le savez, sont une espèce d'ovni dans notre milieu, dans le milieu qui n'existe plus aujourd'hui. Et je crois que vous devriez à peu près tous savoir qu'est-ce qu'un castrat. C'est quelqu'un qui n'a plus ses parties génitales masculines, en tout cas ses parties reproductrices, pour conserver la voix d'un enfant dans le corps d'un adulte. Et donc ça permettait de créer des espèces d'extraterrestres et de monstres vocaux qui ont fasciné pendant plusieurs décennies l'histoire de la musique et qui ont notamment beaucoup contribué à faire écrire de la musique pour ces castrats. Mais en l'occurrence, on va revenir à la typologie vocale qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle du ténor, parce que c'est la tessiture la plus centrale, en fait. Alors bon, il faut quand même dire qu'au XVIIe siècle, quand on dit ténor, c'est un sens très large. Aujourd'hui, dans l'opéra, on a énormément de catégories pour désigner le même type de typologie qui va du grave à l'aigu. D'abord, il y a le baryton, et on va jusqu'au haute-contre à la française, qui est l'équivalent du baryton grave, et haute-contre ténor très léger. Puis ça veut passer par le baryton Martin, le baryténor, le ténor lyrique, dramatique, léger. Enfin, ça fait beaucoup d'étiquettes et beaucoup de catégories. Mais en réalité, au XVIIe siècle, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde dans cette catégorie-là est ténor. Et donc, pourquoi est-ce qu'on donne tellement de place à cette tessiture vocale dans l'opéra ? Eh bien, c'est pour une raison tout à fait logique, qui est que cette
très proche de la voix parlée. C'est-à-dire que la tessiture du ténor, c'est une tessiture naturelle et que de fait, quand on chante dans cette tessiture-là, on comprend très bien le texte. Et il y a un exemple flagrant dans les opéras de Monteverdi qui est le retour d'Ulysse. Et pour vous donner une idée, il y a 9 ténors dans le casting. 9 ténors, il y a de quoi à se tirer les cheveux pour organiser une telle production. Et tout le génie de Monteverdi, c'est justement de réussir à écrire 9 parties de ténors et qu'aucune de ces parties ne soit semblable et ne soit traitée de la même façon. Il y a un ténor bouffe, il y a un ténor noble, il y a un ténor vieux, il y a un ténor champêtre, il y a un ténor jeune, il y a un ténor très aigu, un peu perçant, il y a un ténor presque un dieu qui joue le rôle de Jove, de Jupiter, qui doit avoir vraiment une espèce de stature comme ça. Et en réalité, ce qui fait la richesse de cet opéra, c'est justement de pouvoir jouer sur une typologie vocale qui englobe du baryton jusqu'au ténor léger, et tout le monde s'appelle ténor et tout le monde est différent. Au fur et à mesure que l'opéra va prendre son essor, on va se diriger de plus en plus vers de la virtuosité vocale, vers de la puissance, avec des orchestres de plus en plus gros, et puis aussi évidemment sur un travail de l'ambitus, parce que la tessiture du ténor, comme je le disais tout à l'heure, elle est quand même dans un registre presque de voix parlée. Même si de temps à autre on le sent un peu plus dans le grave ou un tout petit peu plus dans l'aigu, au final ça reste dans une tessiture contrôlée. Et l'essor de l'opéra va aussi augmenter toute la tessiture aiguë pour que ce soit plus spectaculaire. Les nouvelles stars, ça va être bien sûr les castrats, comme on a dit tout à l'heure, qui vont commencer à faire le show avec des vocalises hyper redoutables. Mais au début de l'opéra, on n'en est pas encore là, et il y a vraiment encore cet équilibre entre le texte et la musique. Quel sguardo sdegnosetto, lucente minaccioso, quel dardo velenoso da ferri mi petto, bellezza un dio, tu tardo e sondane divino, piagatemi col sguardo, sanatemi col riso. Armatevi pupille d'asprissimo rigore, versatemi sul cor un nevi di faville, ma labbro non si tardò a ravvivarmi ucciso. Feriscami con sguardo, ma sanimi quel riso. Allarmi, io vi preparo il seno, gioite di piegarmi, finch'io venga meno, e se da vostri dardi io resterò conquiso, ferischino i sguardi, ma sanami quel riso. Donc là, vous venez d'entendre une pièce de Claudio Monteverdi, qui est le plus grand compositeur de l'époque dont on parle, donc qui est à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, et qui va vivre assez longtemps, puisqu'il est mort en 40, je crois, ou 42, à Venise, ou disons au mi-temps du XVIIe siècle. Et donc lui, il a en quelque sorte créé la musique baroque telle qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'il a créé tout le langage conventionnel qui va servir pendant au moins un siècle. Et Monteverdi, c'était un grand spécialiste du madrigal. Et le madrigal, sa particularité, le madrigal musical, c'est qu'il y a une sorte de rhétorique qui colle à la rhétorique du texte. C'est-à-dire que la musique suit la structure du texte et en même temps développe des figures de style. Donc, pour coller aux figures poétiques, le poète accole des figures musicales qui racontent, qui sont une sorte de figuralisme. Donc, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on parle beaucoup de choses très typiques de l'époque en poésie, c'est-à-dire le regard. On parle des beaux yeux de l'aimé et ce regard que je vois. Enfin,
beaucoup de choses sur les beaux yeux. Et là, le regard, c'est une arme, c'est une flèche qui blesse et qui fait mourir, qui fait mal. Et en même temps, c'est la flèche qui guérit. Donc on a toujours cette espèce de juxtaposition qui est vraiment typique de l'époque et qu'on retrouve par exemple dans les tableaux. C'est cette idée de clair-obscur, de contradiction entre quelque chose de très noir et de très clair. Donc là, il y a la blessure et la consolation à la fois dans les yeux. Et il y a une illustration qu'on a entendue, c'est que tout ce qui trait à la flèche, donc quelque chose de rapide, Monteverdi l'illustre par la vocalise. Voilà, si tu veux faire une... Voilà, donc là, on a vraiment l'idée de la... On a presque le ralenti sur la flèche qui avance. Et ça, Monteverdi, je ne vais pas dire que c'est le plus grand spécialiste, c'est le plus grand artiste pour ce type d'écriture. Et en même temps, il y a une écriture pleine de joie et pleine de dynamique. C'est vraiment le plus grand compositeur de cette époque-là, à mon sens. Quand on étudie un tout petit peu de plus près la musique du XVIe et du XVIIe siècle, on se rend compte qu'en fait, il y avait énormément de styles différents. Il y a beaucoup de façons de faire de la musique à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Une façon très solennelle d'abord de faire de la musique polyphonique sacrée, par exemple, pour les grandes occasions. Il y a aussi les madrigaux qu'on chante à la cour des princes, la musique pour danser, la musique populaire avec des refrains faciles à retenir. Et là, on a un extrait de l'Orfeo, encore une fois. Et c'est un extrait qui vient du second acte. Donc Orphée a épousé Eurydice, donc il a consommé le mariage. Et visiblement, c'est un mariage heureux. Et c'est un air qui est vraiment très très beau, qui est construit sur une structure assez simple, sur un couplet en fait, avec un refrain et quelque chose de très entraînant. Et pour Monteverdi, le bonheur, c'est une chose simple. C'est vraiment ça qui est important à retenir. Il y a un langage pour chaque épisode de la vie d'Orphée. Il y a des moments de grande déploration au 5e acte, par exemple, où c'est sur un récitatif très dépouillé. Il y a juste l'orgue et le luth qui jouent en dessous. Et puis, il pleure pendant des heures et des heures. Enfin, on a l'impression que c'est des heures, mais en réalité, c'est plus court. Il y a des choses assez solennelles comme ce qu'on a entendu au début. Et puis, on a les chansons qui sont accompagnées par les violons. Les violons, c'est l'instrument par excellence pour danser. Donc, c'est de la musique dansante. Et aussi, il y a ce côté pastoral, je dirais, parce que Orphée, c'est un demi-dieu, mais il vit au milieu des bergers. Et les violons, la danse et la structure simple, c'est pour nous rappeler qu'on est dans un univers champêtre, en fait, avec des personnages simples. Ce qui va trancher avec le 3e acte, où on est chez les dieux, on est vraiment dans la demeure des dieux, et où le langage, que ce soit instrumental ou vocal, est totalement différent. Et Monteverdi a toujours ce souci de préciser à la fois le contexte, de préciser le caractère, rien qu'à la structure musicale, on sait où on est et on sait quel personnage et on sait ce qui se passe dans sa vie. Et c'est ça vraiment le génie d'un artiste comme Monteverdi, qui est non seulement un grand musicien, mais un grand homme de théâtre. Donc, Vi ricorda o boschi ombrosi avec Vincent Flückiger. Vi ricorda boschi ombrosi, dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi a miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricorda boschi ombrosi, Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, por fortuna stil cantato ed a volta in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Vi si già me stoi dolente, vi si già me
mesto e dolente, or gioisque quegli affanni che sofferti ho per tant'anni, fan più caro il ben presente. Vissi già mesto e dolente, vissi già mesto e dolente. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Ce qui est assez fou à cette période-là, c'est qu'il y a énormément de partitions et de musique qui est écrite, copiée et éditée. Et aujourd'hui encore, dans toutes les bibliothèques du monde, dans beaucoup de bibliothèques du monde, certaines qu'on ne connaît pas, il y a encore des centaines et des milliers d'œuvres qui restent à redécouvrir, qui dorment dans des bibliothèques et qui ne demandent qu'à être réveillées. Ça fait partie aussi de notre rôle d'aller à leur recherche pour les redécouvrir plusieurs siècles après leur création et que le public d'aujourd'hui puisse les réécouter totalement d'une façon inédite. Et s'il y a autant de partitions, c'est qu'à la fin du XVIe siècle, il y a eu d'énormes progrès au niveau de l'imprimerie. On peut imprimer les partitions musicales beaucoup plus rapidement et en très grande quantité, et on a donc énormément d'éditions musicales à cette époque-là, en plus de tous les manuscrits. Pour un compositeur, se faire éditer, c'est aussi voir sa musique voyager, dans toute l'Europe parfois, et c'est aussi voir sa notoriété augmenter. Donc c'était très important. Il y avait donc de vrais enjeux pour les musiciens, et on en a un exemple d'ailleurs de rivalité entre Peri et Caccini, deux compositeurs de l'époque. Jacopo Peri et Giulio Caccini étaient deux chanteurs de ténor, célèbres de la cour de Florence, et ils étaient également compositeurs et pédagogues. Il est de notoriété publique que leur rivalité était sur tous les plans. D'abord, c'était à celui qui arrivait à se faire avoir le plus de commandes pour les célébrations de la cour, pour faire des intermèdes, des opéras par exemple, mais aussi, et chose très importante, avoir le plus d'élèves possible, parce que mine de rien, c'était un gagne-pain absolument considérable. En 1600, incroyable, on commande aux deux ténors 2 opéras pour le mariage de Marie de Médicis. Il y a d'abord l'enlèvement de Cefalo de Caccini, et Eurydice, composé par Peri. L'opéra de Caccini est joué devant plus de 3000 personnes, et c'est un spectacle fastueux, avec énormément de machinerie très élaborée, c'est vraiment extraordinaire, c'est très spectaculaire. Et l'opéra de Peri, lui, tout au contraire, il est joué en tout petit comité, presque un peu VIP, comme ça, dans un lieu secret, presque, on peut imaginer. Et c'est une tragédie en musique avec beaucoup moins d'effets spéciaux, traitée d'une façon beaucoup plus simple. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au final, c'est l'Eurydice de Peri qui fait sensation. C'est pas le plus grand opéra spectaculaire, c'est l'Eurydice de Peri. Et bien que ce soit un spectacle qui soit beaucoup plus simple, c'est elle qui va rencontrer beaucoup de succès. Caccini, évidemment, il est hyper jaloux, tout de suite. Il est furieux et il n'aime pas le succès de son rival et il décide immédiatement de réécrire un opéra sur le même texte de l'Eurydice, le même livret que celui de Peri. Et il est tellement vexé qu'il écrit donc son opéra super rapidement et il le fait éditer immédiatement, alors que Peri va le faire éditer après. Et donc, la version de Caccini, au final, c'est celle qui va être connue plus rapidement du grand public par rapport à celle de Peri. C'est drôle parce que ça fait un peu revanche de cours d'école au final, mais ça nous permet quand même de nous rendre compte de l'importance justement qu'avait ce travail à cette époque et l'importance de l'impression, et que de voir comment ces deux compositeurs sur un même thème pouvaient travailler et pouvaient donner un résultat totalement différent. On peut aujourd'hui décrire le style de Peri comme quelque chose d'un petit peu plus dépouillé, qui met vraiment en valeur la déclamation. Mais il peut paraître aussi d'une certaine façon un petit peu plus sec ou peut-être un petit peu plus monotone. Le style de Caccini est beaucoup plus gracieux. Il est aussi peut-être un tout petit peu plus, je pourrais presque dire précieux, mais mine de rien, Caccini était un grand maître à l'époque. Il était reconnu comme un très grand professeur et en 1602, il fait éditer un recueil de monodies avec beaucoup d'ornementation.
C'est une espèce de manuel pour les chanteurs avec tout plein d'exemples d'ornementation écrits par lui-même. En voici d'ailleurs un exemple. Là, vous avez une partition d'un air très 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 célèbre de Caccini qui a traversé les siècles, qui s'appelle Amarilli. Donc c'est une sorte de variation minimaliste sur un thème très célèbre à l'époque, qui est la pastorale. Le texte d'Amarilli vient d'un poète qui s'appelle Giovanni Battista Guarini, qui est un des inventeurs, avec le Tasse dont on a parlé tout à l'heure, de ce qu'on appelle la pastorale, c'est-à-dire une sorte de poème où les bergers, pendant des heures, chantent des choses très, très idylliques. Voilà, tout ça est très élégiaque, c'est un monde idéal, l'Arcadie, où il n'y a pas de problème. En fait, les seuls problèmes sont des problèmes de où sont mes moutons et est-ce que ma bergère va m'aimer. Je caricature un petit peu, mais globalement, c'est ça. Et donc, le texte qu'on a, c'est encore une fois une histoire de blessure et d'amour. Et le texte dit « Amaryllis, ma belle, ne crois-tu pas, ô désir de mon cœur, que tu es mon amour ? Crois-le pourtant, et si la crainte t'assaille, prends de moi cette flèche, ouvre-moi le sein et tu verras inscrit en mon cœur « Amaryllis est mon amour ». Donc pour cet extrait, voici la partition. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est une partition d'époque. Donc nous, on est habitué à lire ces choses-là, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est assez compliqué. Voilà. Ce que vous pouvez voir, c'est une ligne de chant et une ligne de basse. Donc la ligne de basse, elle est simplifiée. Les instrumentistes peuvent jouer des accords par-dessus, mais il y a une certaine liberté. On a une partition un peu plus lisible pour ceux qui connaissent le solfège, ce sera peut-être plus facile. Voilà, vous voyez que c'est assez simple. On est très très loin de la polyphonie avec 60 voix. Amarilli de Caccini. Amarilli, mia bella, non credi o del mio cor dolce desio d'esser tu l'amor mio. Credilo pur, se ti morta sane, prendi questo nostrane, aprimi il petto e vedrai scritto il cuore. Amarilli, il mio amore. Credilo pur, se ti morta sale, prendi questo mio strale, aprimi il petto e vedrai scritto il cuore. Amarilli, Amarilli, il mio amore.
Alors, je joue de l'archiluth. C'est un instrument de la famille des luths qui comporte beaucoup d'instruments. On en trouve à partir de l'Égypte ancienne. Et donc, c'est des instruments qui ont eu des formes, toutes les formes possibles et imaginables, et d'un nombre de cordes qui a différé au fil des époques. Pour ce qui nous intéresse, on part plutôt de l'époque médiévale et Renaissance. Donc, c'est des luths qui étaient plus petits, qui avaient moins de cordes, et qui avaient un manche qui était à l'équerre, comme ça, à 90 degrés. Et on a généralement des cordes qui sont doubles. Cet instrument a des cordes simples, mais habituellement, c'est des cordes qu'on appelle des chœurs, donc des ensembles de deux cordes qui ont la même note. Et à l'époque baroque, quand on a commencé à faire de l'opéra, on a agrandi les instruments, on leur a rajouté ces basses, ce qui était pratique pour soutenir la voix. Donc cette partie-là, c'est comme une guitare. Cet instrument, l'archiluth, a 14 chœurs, c'est-à-dire qu'on a 14 cordes, on en a 8 sur le manche et 6 qui sont ces grandes basses. Alors les grandes basses, on les joue simplement comme on les joue à vide, c'est-à-dire je les joue qu'avec ma main droite ici en bas. Donc c'est juste une gamme. Et le reste, ça se joue vraiment comme une guitare. C'est à peu près le même accord. Ceux qui jouent de la guitare, peut-être qu'ils reconnaîtront des formes assez familières, en fait. Des positions de la main gauche, je veux dire, qui ressemblent assez à celles de la guitare. Alors, la différence avec la guitare, c'est que les frettes ici sont mobiles. C'est du boyau et on peut les bouger. Je vais en bouger une ici pour montrer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des tempéraments. C'était pas égal comme sur le piano. On pouvait modifier. Par exemple, si je fais... C'est un peu technique, mais si je fais un ré majeur, ça c'est à peu près comme il sonne sur le piano. Et ce qu'on aimait bien faire, c'est avoir une tierce qui était un peu plus basse. Là, j'exagère un peu pour qu'on comprenne, mais on aimait bien avoir ce son-là. Donc le Fa normal, il est ici, celui du piano, et celui que j'ai moi. Voilà, donc ces frettes en boyau permettent de modifier un peu le tempérament. Et à l'époque, les cordes étaient bien sûr aussi en boyau. Aujourd'hui, j'ai des cordes, tout le monde utilise, plus ou moins tout le monde utilise des cordes en plastique, en PVF, en nail gut. C'est un peu plus pratique, plus stable, ça permet de ne pas réaccorder tout le temps. Et donc c'est des instruments qui sont souvent très ornés. Ici on a une rosace sur les théorbes qui sont encore plus grands. Donc oui, il y a le luth Renaissance qui est le plus petit. On a beaucoup d'instruments, il y a le luth Renaissance soprano, ténor, alto, basse. Et après on a cet instrument-là, l'archiluth, le théorbe qui est tout grand, qui a des cordes qui vont jusqu'à 2 mètres. Et qui est plus grave. Ça, c'est un peu un instrument qui est entre les deux, entre le luth Renaissance, dont il a le même accord, et le théorbe tout grand avec ce manche-là qui est rajouté. Oui, donc c'est un instrument qu'on a beaucoup utilisé, qui est apparu, enfin, ce type d'instrument, les archiluths, les théorbes, ça a été utilisé en Italie à partir de 1600, plus ou moins, un peu avant, c'est-à-dire la naissance de l'opéra, et on les a utilisés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ces instruments-là, l'archiluth principalement, exclusivement en Italie, le théorbe un peu dans toute l'Europe. Et c'est un instrument qui va très bien pour l'accompagnement de la voix, parce qu'elle permet il y a de grandes dynamiques, donc on peut avoir des pianos, on peut avoir des choses plus dynamiques. Donc en orchestre, ça se joue aussi en orchestre, et en orchestre, ça se perd un peu, enfin, toute la subtilité de l'instrument se perd souvent. On peut donner des impulsions ou des couleurs, mais avec une voix seule, ça permet d'exploiter toute la subtilité de l'instrument, et c'est très flexible. On peut suivre la voix dans toutes ses inflexions et sa délicatesse. Donc c'est très pratique.
Donc là, vous venez d'entendre une toccata, très précisément la toccata 6 du premier livre de tablature pour chitarrone de Johannes Hieronymus Kapsberger, qui, comme son nom l'indique, était italien. Voilà, c'était un Vénitien, très précisément, évidemment d'ascendance allemande. D'ailleurs, on l'appelait il tedesco alla tiorba, c'est-à-dire l'allemand qui joue du théorbe. Voilà, à la manière italienne. Donc Kapsberger a été surtout actif à Rome, donc dans la cour du pape. Rome, c'était aussi une grande ville de musique. Disons en gros, Venise a été le berceau de l'opéra, de la monodie. Rome a été le berceau de l'oratorio. Et il y a aussi eu une grande activité autour de la musique sacrée et pas que. Et Venise a été le berceau de l'opéra public, c'est-à-dire le moment où l'opéra quitte la cour des princes. Donc avant, c'était des représentations privées payées par des grands mécènes qui étaient les princes. Et à Venise, on construit des théâtres spécialement pour l'opéra, parce qu'avant, on jouait dans des cours, on jouait dans des appartements. Même l'Orfeo a été créé dans une petite pièce dans un palais, ce qui était un peu compliqué pour la machinerie d'ailleurs, j'imagine. Là, il y a des théâtres, donc la machinerie est très importante, surtout que Venise est un port, donc on utilise tout un système de cordages qui sont directement issus de la navigation. Et Venise est très très connue pour ces spectacles où on paye pour la première fois. Donc ça, c'est nouveau, c'est vraiment le début de l'ère moderne. On paye un ticket pour aller écouter des chanteurs, des ténors et de plus en plus des castrats. Donc on va au spectacle. Donc il y a énormément de musique qui est écrite pour ça. Et Kapsberger est un compositeur, donc on a dit qu'il était à Rome, donc il a composé de la musique sacrée, beaucoup de motets, il a composé beaucoup de musique pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'instruments, des musiques à danser, mais il est connu principalement pour avoir écrit pour son instrument, le luth ou le théorbe, et il a laissé énormément de livres de tablature. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, ça parle pas à beaucoup de gens. Même à moi. Voilà, même pour nous, c'est une langue à part. Donc voilà, c'est vraiment une écriture que les théorbistes, les guitaristes peuvent comprendre. Et c'est quelqu'un qui a énormément contribué à l'essor de son instrument. Il y a des compositeurs comme ça, comme Frescobaldi ou même Bach plus tard, qui ont développé le répertoire de leur instrument. On peut citer, je sais pas, Paganini par exemple, qui a énormément fait reculer la virtuosité et qui a développé le vocabulaire du violon. Et même en ce qui nous concerne l'opéra, ce sont des grands ténors comme Francesco Rasi qui ont augmenté finalement la capacité globale technique de chacun des instruments. Et c'est vraiment assez notable. Hein. Oui, voilà. Chaque virtuose développe à la fois les limites techniques, mais aussi le répertoire. Il y a tout un répertoire qui est en train de se créer à l'époque baroque. C'est vraiment l'essor de plein de formes différentes. Et dans la pièce que vient de jouer Vincent, il y a quelque chose de très étonnant. En fait, c'est assez. On peut pas définir vraiment de structure en se disant voilà, c'est pas carré comme les chansons où il y a un refrain, des couplets.
Là, même harmoniquement, on ne sait pas trop où ça va, on a l'impression qu'il improvise tout le temps. Oui. Et en réalité, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de compositeurs qui étaient de grands improvisateurs. Et parce que ça avait beaucoup de succès, visiblement, on leur demandait de laisser une trace. Donc probablement, ces toccata-là, comme Frescobaldi plus tard, mais même Bach, quand il improvisait à l'orgue, c'est une notation d'improvisation. C'est vraiment une trace. On a vraiment... c'est presque comme un piano mécanique qui reproduit Comme un orgue de barbarie, en fait. Oui, c'est ça, qui reproduit un doigté. Donc pour nous, c'est vraiment très très précieux parce qu'on a vraiment une trace très précise de comment il jouait à l'époque. Pour enchaîner avec ce que dit Mathilde, on parlait tout à l'heure justement de l'importance de certains artistes dans l'évolution de la technique, de la virtuosité, de la musique. On a beaucoup de traces, par exemple, des chanteurs qui ont travaillé avec Mozart, par exemple, parce que Mozart, quand il a connu tel ou tel chanteur, il a composé spécifiquement certains rôles en tenant compte des qualités vocales et des limites et des capacités extraordinaires de certains chanteurs qu'il avait. On sait, par exemple, pour La Reine de la Nuit, ça a été composé spécifiquement pour une soprano avec des aigus extraordinaires, que pour Idoménée, par exemple, c'était pour un ténor plus âgé qui n'avait pas un ambitus très grand, par exemple. Et à chaque fois, le compositeur a adapté l'écriture et la composition à des chanteurs. Et maintenant, on va s'attaquer un tout petit peu à ce personnage extraordinaire de la musique et de la naissance de l'opéra, qui est Francesco Rasi, qui est un peu une espèce de premier grand chanteur de l'époque de la création, de la naissance de l'opéra. C'était un chanteur évidemment très très connu à son époque, une vraie star, c'est l'équivalent quelque part de Pavarotti aujourd'hui, ou il y a quelques années. Mais c'est aussi un personnage de roman. D'abord, c'était un gentilhomme. Et ce qui est assez incroyable, c'est que à cette époque, pour un aristocrate, être musicien professionnel, c'est pas du tout courant. Quand on est aristocrate, on n'a pas besoin de travailler pour vivre. Et pour être musicien, en réalité, ça veut dire qu'on travaille. Et Rasi était un chanteur hors norme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on lit les partitions qui ont été écrites et composées pour lui, on sait déjà d'avance que ça va donner pas mal de surfroide à tous ceux qui vont essayer de les reproduire. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et vous allez en avoir quelques témoignages dans les mélodies qu'on va chanter tout à l'heure. Et évidemment, donc, c'était un chanteur extraordinaire. Il a été élève de Caccini et il a appris de son maître l'art d'ornementer. Et quand on lit certaines partitions qui ont été écrites spécifiquement pour lui ou par lui, c'est visuellement vertigineux. On voit cette virtuosité. C'est presque imprimé exprès. Il y a des notes noires partout sur la partition et c'est vraiment spectaculaire. Et on se dit, waouh, la première fois qu'on ouvre ça, on se dit, wow, mais comment on va faire tout ça, toutes ces notes-là en même temps? C'est très impressionnant. Comme tous les chanteurs, Rasi était capable de s'accompagner lui-même. On disait d'ailleurs qu'il était un virtuose instrumental. Il jouait du luth, comme Vincent. Il jouait aussi de la harpe et du clavecin, peut-être d'autres instruments, que c'était assez courant à l'époque, en tout cas pour les chanteurs, de s'accompagner de différents instruments. Et c'était aussi un compositeur comme ses maîtres Peri et Caccini, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a beaucoup écrit de monodies très belles, comme celle que vous allez entendre bientôt. Et c'était un poète qui composait sur ses propres textes. Il chantait en s'accompagnant lui-même. On trouve aujourd'hui un parallèle très simple. Quand quelqu'un aujourd'hui écrit ses textes, écrit sa musique, les chante et s'accompagne lui-même, par exemple avec une guitare ou un piano, on appelle ça un auteur, compositeur, interprète. En quelque sorte, Rasi, c'est un peu l'ancêtre de Bob Dylan, sauf qu'il aurait une espèce de collerette comme ça et puis qui ferait des vocalises super rapides dans tous les sens. Je vous propose d'écouter maintenant O che felice giorno de Francesco Rasi, justement, qui n'est pas encore une pièce avec beaucoup de vocalises, mais c'est déjà une pièce qui donne la tonalité et sa capacité à mettre en musique des textes.
Oh, che felice giorno, oh, che dolce ritorno, ravviva il cor già spento, quanta dolcezza sento. O mia luce, o mia vita, o mia gioia infinita, ecco il mio ben ritorna, ecco nel lieto in giro, e queste rive adorna del bel guardo ch'io miro. Occhi belli, occhi cari, occhi del sol più cari. Or ben prova il mio petto, non dolor ma diletto, torna la chiara e bella, mia rilucente stella. Torna il sole, torna l'aura, torna chi mi distaura. Dolce sovra me splende quel di occhi cor riaccende, amor che l'avia tolto, or mi rende il bel volto. Il mio cuore, il mio bene, il mio conforto e Il y a quelque chose de fascinant chez Francesco Rasi, de fascinant mais aussi assez horrible. Il a commis 2 crimes. Le premier, c'est qu'il a tenté de faire étrangler sa belle-mère et il a fait assassiner son intendant. Ça fait quand même de lui une figure un peu double, une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde en fait. Le jour, il chante sur scène les beaux rôles de berger et puis la nuit, il se transforme en meurtrier sadique. C'était une époque malgré tout assez violente. Et on a d'autres exemples d'aristocrates et d'artistes criminels. Il y a le Caravage, évidemment, Gesualdo, Chiabrera, tous des hommes au tempérament sanguin. Et à chaque fois, c'est pour des duels, des rivalités, des crimes d'honneur. Et chez Rasi, ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'il a commis tous ces meurtres pour voler vraiment 3-4 sous. Au final, c'est même pas un crime d'honneur ou quelque chose de vraiment important, c'est presque crapuleux, gratuit. Et ça fait de lui vraiment un personnage vraiment sombre. Et au-delà du côté romanesque du personnage, on est très attaché à Rasi parce qu'il a eu la chance, l'immense chance, plus personne n'aura jamais, d'avoir créé et d'avoir chanté tous les premiers opéras de l'histoire de la musique. Et en particulier, le premier grand chef-d'œuvre du genre, qui est l'Orfeo de Monteverdi, que vous avez pu entendre quelques extraits tout à l'heure. Et le rôle d'Orphée, en finale, c'est un témoignage très éloquent sur la capacité de ses talents, parce qu'il a été écrit spécifiquement pour Rasi. On passe de la lamentation déchirante, très déclamatoire, vraiment portée sur l'expressivité du texte, avec un chant très orné à l'acte 3, avec beaucoup de virtuosité, en passant par des ariosos, en passant par des mélodies chantées presque populaires.
et avec beaucoup de swing, dansante. Et tout ce témoignage nous donne à penser que c'est un artiste non seulement fantastique, mais très grand technicien et probablement un acteur bouleversant. Et vous allez écouter maintenant Indarno Febo de Francesco Rasi et Chiabrera. Francesco Rasi, donc on l'a dit, c'est un grand musicien, mais c'était aussi un poète et il était aussi connu pour ça. Donc il a écrit une tragédie en musique qui s'appelle Attis et Cybèle. On a perdu la musique, mais on a encore le livret. Et il a édité aussi beaucoup de poèmes et aussi des monodies, donc où il a écrit sur ses propres textes et sur les textes des autres. Donc ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est O che felice giorno. Ça, c'est un texte qu'il a écrit lui-même. Donc il a une écriture assez simple. Hein. C'est pas un poète très prétentieux, on va dire. C'est une poésie assez simple, mais qui a dans cette simplicité, il y a quelque chose de très beau. Et sa musique est harmoniquement assez simple, mais il y a cet art de l'ornementation qui est hérité de Caccini et qui a ses formules propres. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître son identité dans sa façon d'ornementer sa propre musique. C'est vraiment une identification entre le chanteur et le compositeur. C'est assez fort. Et là, le deuxième morceau que vous allez entendre, ça s'appelle Indarno Febo. C'est écrit sur un texte d'un poète qui s'appelle Gabriello Chiabrera, dont on a parlé. Chiabrera, donc, c'était aussi une personnalité tourmentée qui a eu un passé assez sulfureux, comme beaucoup donc à l'époque. Et c'est un librettiste, puisqu'il a écrit le Ravissement de Céphale, dont on a parlé aussi tout à l'heure. Il y avait des rivalités aussi entre les poètes, parce que Chiabrera, par exemple, a écrit le Ravissement de Céphale, et Rinuccini a écrit l'Eurydice de Péri. Donc ça, c'est la cour de récréation pour tout le monde. Hein. Vraiment, Mais en même temps, cette espèce d'émulation donne des chefs-d'œuvre, hein, parce qu'ils veulent tous faire mieux que l'autre, et ça donne des choses incroyables. Et Chiabrera a écrit une pièce qui s'appelle Orphée aussi, et qui a été mise en musique par un compositeur pas très connu qui s'appelle Domenico Belli. Et Rasi, qui est un grand ami de Chiabrera, ils ont correspondu toute leur vie, ils étaient vraiment très amis, et il a décidé de composer un petit bout de musique sur un épisode d'Orphée, donc la plainte d'Orphée. Chiabrera, c'est un poète qui est vraiment très intéressant. Il est vraiment très peu connu, voire pas connu en France. Et même en Italie, il a pas, disons, la célébrité du Tasse, par exemple. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup appris, par exemple, de la Pléiade en France, qui a été très intéressé par toutes les expérimentations de la Pléiade, et dont le style est directement influencé par Ronsard. C'est, disons, l'équivalent de Ronsard en Italie. Donc vraiment une figure très particulière, qui est très intéressée par la poésie latine et la poésie grecque, et qui, lui, alors que les Florentins, disons que les cercles intellectuels florentins veulent ressusciter la tragédie, lui, il veut ressusciter Pindare. Voilà. Il y a d'un côté les octaves, les grandes épopées comme l'Arioste et le Tasse, et Chiabrera qui fait des petites poésies, des petites odes pindariques, vraiment des sortes de petits... c'est pas des haïkus quand même, mais c'est des sortes de petites miniatures. C'est une poésie qui est très, très sensible et vraiment très délicate. Et là, dans l'Orphée, dans la plainte d'Orphée, c'est un opéra qui est très sombre, et c'est surtout sur la déploration. C'est pas la même histoire exactement que l'Orphée de Monteverdi, parce que ça se situe après la mort d'Eurydice. Eurydice n'apparaît pas du tout. C'est vraiment l'occasion de pleurer beaucoup. Oui, mais il faut savoir pleurer. Oui, c'est un art de pleurer. Donc dans l'extrait, on est aussi on est encore dans le clair-obscur, puisque les deux premiers vers, par exemple, évoquent Phébus. Phébus, c'est un autre nom pour Apollon, donc c'est le dieu du soleil. C'est normal, puisqu'on parle d'Orphée, le fils du soleil. Et il y a Cynthia, qui est un autre nom pour dire Diane ou Artémis, et c'est la déesse de la lune. Donc on a toujours cette juxtaposition de la nuit et du jour. En fait, cette contradiction, cette espèce de paradoxe, c'est ça qui donne toute la dynamique au texte. Et je pense que c'est un élément important par rapport à tout ce qu'on avait avant avec la polyphonie. Le paradoxe donne une tension, une dynamique qui est née de la poésie et qui va donner un rythme particulier et une sorte de tension musicale qui va être interprétée par le chant.
Indarno Febo de Francesco Rasi. Indarno Febo, il suo bell'oro eterno, e Cinzia mi disvela il puro argento ch'io lontano da voi nulla non cerno. E movi indarno lusinghevo il vento, e tra belle erbe di Russell il ch'io lontano da voi nulla non sento. Oimè, dell'esser mio poco ragione, ch'io lontano da voi non On arrive maintenant à la fin de cette conférence. On est ravis d'avoir pu, en tout cas, même si cette pandémie nous empêche de vous rencontrer en vrai, et on aimerait bientôt, et on a hâte que ça puisse, que les concerts et les conférences et le contact avec le public reviennent. On est quand même ravis d'avoir pu vous la présenter ici à la Bibliothèque municipale de Genève, avec Mathilde, merci beaucoup Mathilde, avec Vincent Flukiger au luth. Et on aimerait vous remercier de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous bientôt, pour la saison prochaine, le 26 octobre au Victoria Hall pour le retour d'Ulysse dont nous avons parlé tout à l'heure. Avec les 9 ténors. Avec les 9 ténors, surtout ne manquez pas ça. Et en mois de janvier 2022, on fera cet Orfeo de Monteverdi aussi au Victoria Hall et j'espère que vous pourrez venir nous écouter pour justement écouter et prendre en vrai toutes ces informations qu'on vous a transmises aujourd'hui pendant cette petite conférence. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.